Merci, bonjour. Voilà, je m'appelle Frédéric Martinet, je suis donc chercheur en psychologie sociale au sein de l'Université Gustave Eiffel. Je suis directeur adjoint de laboratoire qui s'appelle Mobilité durable, individus et société. Et le sujet de ce matin, c'est de parler de psychosocial et de regarder comment la psychosociale peut contribuer à accompagner au changement de comportement en essayant d'appliquer ces leviers différents au covoiturage. Tout simplement, pour commencer, très très vite, mais situons quand même la psychologie sociale pour imaginer quelle est cette approche en fait. Donc, en fait, c'est essayer de montrer que les comportements, enfin, c'est une approche, donc c'est même pas essayer de démontrer, c'est un présupposé de la psychosociale, que les comportements, mais ça peut être aussi des cognitions, des affects de l'individu sont influencés par le comportement et les caractéristiques des autres ainsi que par les caractéristiques de la situation dans laquelle l'individu est inséré. Et aujourd'hui, on va essayer d'être dans cette partie de la définition, c'est de montrer que le comportement est égal à une fonction qui est égale à la personnalité et l'environnement. En fait, ça veut tout simplement dire que les préférences comportementales ne dépendent pas uniquement de notre histoire de vie, c'est-à-dire d'une causalité historique, mais il existe une causalité dynamique dans laquelle nos comportements peuvent être compris uniquement si on regarde l'individu, la mobilité et le champ psychologique dans lequel il est situé, ce qu'on peut appeler le contexte décisionnel. Et c'est très intéressant cette approche puisque on présuppose que en fait un choix, donc on parle du choix du covoiturage, du choix de la voiture, ne dépend pas uniquement d'un état objectif qui pourrait être la pollution, le cofinancier, le temps, mais en fait sont construites au cours et pendant le processus de décision. Donc, en fait, l'idée, c'est de regarder aujourd'hui que nous dit la psychosociale pour essayer de construire des contextes qui sont favorables au changement de comportement et notamment à la propension au covoiturage. Alors, tout simplement pour commencer, puisque la mobilité, c'est quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'en fait, nos recherches et même les recherches d'autres psychosociales montrent effectivement qu'avoir des valeurs pro-environnementales ou même être altruiste ne suffisent pas pour déclencher un report modal. Si on regarde l'habitude de la voiture, en fait, si on regarde le lien entre la mobilité et plusieurs comportements de la transition écologique qui peuvent être tri des déchets, économie d'énergie, l'alimentation, on s'aperçoit en fait que les autres comportements de la mobilité sont assez corrélés entre eux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un profil comportemental, mais que la mobilité sort de ce chose. Elle est corrélée à ce qu'on appelle 0,23, donc c'est une corrélation très très faible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si la mobilité était un comportement à part de la transition écologique. Et je pense que qui fait un peu sa particularité, mais qui peut être valable aussi pour l'alimentation, des choses comme ça, c'est le rapport à ce choix modal. C'est-à-dire que ce qui est un frein au changement, autrement dit, c'est l'habitude. Donc, on choisit par habitude, sans trop y penser. Donc, vous avez à gauche les items d'une échelle qu'on a validée d'habitude, qui permet également de situer les gens par rapport à la voiture. C'est-à-dire que le frein principal ou le levier principal, en fait, le déterminant principal du choix modal est l'habitude. Donc, c'est assez intéressant puisqu'en fait, c'est donc, en fait, la mobilité est donc, enfin, nous, en psychosocial et notre approche, c'est un comportement habituel. Et c'est intéressant de le dire, puisqu'en fait, c'est pas comme si le modification d'un comportement habituel est assez différent d'un comportement qu'on pourrait considérer comme pas habituel. Il existe plusieurs modèles, mais en gros, ce qu'il faut comprendre de ces modèles, c'est que pour changer un comportement, en fait, un mode de transport, c'est pas comme si on appuyait sur un bouton on et off. En fait, c'est un processus qui va commencer par ce qu'on appelle une initiation, c'est-à-dire l'envie de changer, ce qu'on pourrait appeler la décristallisation de l'habitude. Et dans ces cas-là, le concept psychosocial qui va nous intéresser, c'est l'utilité, c'est-à-dire la motivation. L'idée est de montrer un état futur qui est différent de l'état actuel, en fait, de motiver les gens à les changer et
en fait, la différence entre l'état futur et l'état actuel, c'est une tension, c'est ce qu'on appelle la motivation. C'est-à-dire qu'on va être motivé à changer quand on pense que le changement va nous apporter quelque chose. Donc, dans la première phase, on est dans cette initiation de décristallisation de l'habitude. Ensuite, il y a un passage à l'acte. Dans ce passage à l'acte, le levier psychosocial, alors c'est réducteur, mais je veux dire, le levier central de la psychologie sociale ici, c'est le contrôle. C'est-à-dire que je ne passe à l'acte que si je pense que je suis capable de le faire et que si je pense avoir de contrôle sur ce comportement. Et ensuite, ce qu'on oublie assez souvent, c'est que dans ces changements, ce qui est très, très important, c'est le maintien du changement. Et dans ces cas-là, on va travailler plutôt sur des influences sociales, sur l'os de l'importance collective de ce changement. En gros, sans faire du teaser sur la fin, on va essayer de montrer que en psychosocial ou dans nos travaux, on pourrait résumer en disant je change d'abord pour moi et je maintiens ce changement pour les autres. Alors, dans la décristallisation de l'habitude, un levier psychosocial assez intéressant tourne autour de ce qu'on appelle le framing effect, c'est-à-dire l'effet de cadrage. Pour réduire, on pourrait dire, pour résumer, on pourrait dire que, en fait, des descriptions différentes des mêmes issues de choix peuvent conduire à des décisions différentes en modifiant la science de différents aspects du problème. Vous avez une photo qui s'appelle la figure ambiguë de Boring. Si jamais personne ne l'a vue, vous allez avoir soit une jeune femme, soit une femme plus âgée, qu'on pourrait appeler style sorcière. Ce qui est intéressant de montrer dans cette image, c'est que si on l'a déjà vue, les deux images sautent à l'œil. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des efforts et on, cognitivement, puisque la perception est assez cognitive, on reconstruit ces deux images. En fait, si on ne les a pas vues, notre cerveau va voir qu'une image sur les deux. Et en fait, le cadrage, c'est ça, c'est d'y dire que, en fait, c'est essayer de mettre en exergue, de remettre une conséquence particulière par rapport à l'autre, et pour qu'elle puisse peser sur le contexte décisionnel et donc influencer le choix. Voilà. Alors, je tente un exemple très réducteur, puisque le cadrage, ce n'est pas que du wording, c'est essayer aussi pour que vous compreniez, bien, on va prendre des exemples de mobilité. C'est les préférez-vous un steak haché étiqueté 95% de maigre, 75% de maigre ou 25% de gras. Il s'agit du même steak haché. Mais on préfère celui qui est étiqueté 75% de maigre plutôt que 25% de gras. Choisissez-vous une formation avec 90% de réussite ou 10% d'échec. Donc, on a bien compris, il s'agit d'une même perception objective, mais la manière dont on le met en amont, la manière dont on le présente va mettre en exergue, va mettre en centralité une certaine conséquence et cette conséquence va peser sur la décision. Et l'idée de cette phase est de créer, comme on a dit, cette tension, c'est-à-dire de créer une perception subjective d'un état final qui va être différent de mon état actuel en mettant, en cadrant, en mettant l'évidence, en exergue une certaine conséquence. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est quelles conséquences mettre en avant pour inciter au covoiturage. Par exemple, vous avez la préservation du pouvoir d'achat des ménages, une division par 2 ou 3 des émissions de gaz à effet de serre et moins de consommation d'énergie fossile, un trafic routier apaisé. Donc, ici, c'est des conséquences et l'idée, c'est quelles conséquences à mettre avant. Nos messages ont montré que pour déclencher donc, un report modal, alors déclencher, ça veut dire que c'est des participants dans nos études qui avaient une habitude élevée de la voiture, enfin de l'utilisation de la voiture individuelle très élevée, donc on pourrait appeler cristallisée. Et donc on a essayé dans plusieurs projets de tester les conséquences. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, par exemple, des connaissances sanitaires locales, c'est-à-dire la pollution de l'air, éviter la pollution de l'air pour éviter des maladies, est une conséquence qui est beaucoup plus efficace pour amener à changer que le climat, que le futur de la planète. En fait, on change d'abord pour soi et on maintient le changement pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'en fait, on pense que le changement climatique est l'ennemi du report modal et du covoiturage, pas du tout, mais on pense dans nos recherches que cet argument du changement climatique, de
futur de la planète est un argument qui peut amener au changement de comportement, mais donc on ne doit pas utiliser dans les premières phases de changement de comportement, qui est un argument qui permet de maintenir le changement de comportement et non de l'initier. Donc, on n'a pas fait, et je suis allé visiter le site de nos hôtes ce matin, c'est-à-dire qu'il y a d'autres arguments pour le covoiturage, comme la convivialité, qui est marquée sur le site, effectivement, les économies de temps et la facilité. On pense que c'est des arguments qui sont dans les approches psychosociales, nos recherches et d'autres recherches, on pense que c'est les arguments à privilégier dans l'initiation du report modal, plutôt que de parler de climat. Ensuite, j'attire votre attention sur le fait, effectivement, que le changement de climatique, alors je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, que les conséquences sont différées, mais on force est d'admettre que néanmoins, ces conséquences sont différées dans le futur, même si ce futur est très proche. En fait, pour comprendre ou pour que ces conséquences ont un effet, on doit pouvoir se projeter dans le futur parce qu'il y a une certaine cohérence, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on est enfermé dans un présent qui est difficile à vivre, ce n'est pas qu'on se moque du futur, c'est que notre univers social, notre pensée cognitive n'est pas tournée vers le futur. Et donc, on a plus de mal à comprendre. Alors, comprendre, on comprend les mots plutôt. On a plus de mal à insérer ces arguments futurs pour changer du comportement parce on a une exposition un petit sélective des arguments présents. Donc, non seulement nous pensons que parler de changement climatique dans un premier temps pour amener au covoiturage est une mauvaise idée, qu'il faut plutôt le faire dans une seconde idée, dans un second temps, pardon. Et secondement, enfin, ou en deuxième lieu, ce qu'on pourrait dire, c'est que, attention, puisque ces arguments futurs étant futurs, des conditions de vie présentes ne nous amènent à recevoir que très mal ces arguments futurs. Voilà. La deuxième chose sur le cadrage sur laquelle on a envie d'initier et de partager avec vous nos travaux, c'est sur ce qu'on peut appeler le cadrage interne, effectivement, des messages, c'est-à-dire l'association de perspectives entre elles. Voilà. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'orientation motivationnelle d'Higgins, qui en fait nous dit qu'on a deux orientations motivationnelles. Alors, ces deux sont présentes chez chacun d'entre nous, mais il y en a une qui est plus prédominante que l'autre, même si comme nous sommes psychosocial, il est possible d'activer une orientation motivationnelle. Mais pour imaginer comment ça se passe dans le report modal, c'est-à-dire qu'on peut donner l'objectif qui est la recherche de gains, améliorer la qualité de l'air. Et là, on sera dans la promotion. Le même objectif, éviter la pollution de l'air, qui est pareil, mais qui est une vitesse de perte, en fait, est cadré dans une orientation motivationnelle. Donc, il s'agit objectivement du même objectif, mais subjectivement qui entraîne des orientations motivationnelles différentes. Soit on est dans la promotion et dans ces cas-là, on est dans la recherche de gains, d'améliorer la qualité de l'air. Et si on a un message qui est cadré comme ça, il est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus efficace de l'assortir de techniques additives. C'est-à-dire dire à quelqu'un, essayez, choisissez un autre mode de transport. Avec une stratégie qu'on peut appeler en français empressement, mais qui est une traduction un peu maladroite d'Igger, c'est-à-dire qui est, en gros, on ne peut pas citer de marque, mais quand même, qui est un peu la pub de Nike, c'est Just Do It. C'est-à-dire que dans la promotion, si on est dans la qualité de l'air, disons, il ne faut pas dire renoncez à votre voiture, mais plutôt faites du covoiturage, allez-y, choisissez-le, franchissez le pas. Et dans la prévention, on est dans éviter la pollution de l'air. Donc, on est dans une technique soustractive à la plus d'additive, c'est-à-dire renoncer à la voiture. Et là, la stratégie, c'est une stratégie de vigilance, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans prendre une opportunité, mais on est dans quelque chose de plus réfléchi chez les gens qui dire est-ce que ce que je choisis, est-ce que ma décision est la meilleure décision? Donc, en gros, qu'est-ce que ça fait dans un message? Alors, ce qui est cohérent, c'est les colonnes. Donc, en fait, objectif, tactique et stratégie, peu importe, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais en tout cas, si vous choisissez un objectif ou une tactique ou une stratégie dans une colonne, il faut adapter les deux autres choix pour la colonne
pour augmenter ce qu'on appelle la cohérence interne du message, ce qui va augmenter l'efficacité. Donc, améliorer votre santé, utilisez des modes de transport, choisissez-le. Ça, ce message de promotion était plus efficace pour le vélo. Pour le covoiturage, on a trouvé, mais ça, ça reste à, à adapter, éviter la pollution dans l'air, renoncez et faites le bon choix. Voilà. Deuxième étape, le passage à l'acte. Alors, il faut vraiment faire d'un passage à l'acte quand on a créé cette intention, quand on a créé cette intention. Puisqu'un passage à l'acte sans intention va amener un retour en arrière. Ici, c'est le contrôle. En fait, l'idée, ben, c'est de dire, voilà, comment on peut augmenter la consommation de pommes dans un colloque? Ben, tout simplement en coupant les pommes, plutôt qu'en les mettant en face des viennoiseries. Pourquoi? Parce que c'est facile de manger une pomme coupée. Donc, plus c'est facile, plus je le réalise. Ici, c'est des places de stationnement pour le covoiturage voyantes, des voies de circulation, tout ça qui rend les choses plus faciles. Ensuite, ce qui est un peu plus difficile dans le covoiturage, c'est le fait de combattre la voiture sur son terrain. C'est-à-dire que, en fait, la voiture a un avantage, c'est une illusion, mais on passe contrôler. Donc ici, il faudrait introduire dans le covoiturage, suivant la psychosociale, de l'illusion de contrôle. Choisir ses horaires, ses points de rendez-vous. En fait, ce qui était le plus important pour l'individu, c'est l'illusion de choix. Vraiment pas le choix effectif, mais l'illusion de choix. Ensuite, ce qui est important pour passer à l'acte, il faut que ça soit facile, mais il faut que je me sente capable de le faire. Ce qui est intéressant en psychologie sociale, c'est que je sais que je pense être compétent pour faire un comportement que j'ai déjà fait ou qu'on me dit que je suis capable de faire. Mais ce qui est super important aussi, donc les essais, les journées covoiturage sont très importants pour mettre le pied à l'étrier, même s'il faut les cadrer avec une intention et une conséquence assez proche des gens. Mais ce qui est intéressant aussi en psychosocial, c'est de montrer que cette compétence d'auto-efficacité, je ne la gagne pas uniquement en essayant et en réussissant, mais je la gagne par de la vicariance. La vicariance, il s'agit simplement d'observer quelqu'un de faire le comportement, qu'il soit content. Et si je l'observe et qu'il est content de le faire, ben, je pense que c'est intéressant de faire ce comportement, mais il y a quelque chose de plus intéressant, c'est que je pense que je suis capable de le faire. Et si je pense que je suis capable de le faire, c'est un élément déclenchant du passage à l'acte. Pour finir, ensuite, le maintien. Et ça, c'est très important, ce maintien aussi, puisque ce changement peut revenir en arrière. Et là, par exemple, là, je pense que les leviers ou nos études ou la littérature pensent que les leviers sont autour de l'aspect social. C'est-à-dire que là, on peut parler de changement climatique, on peut faire valoriser symboliquement la pratique du covoiturage et aussi y ait les normes sociales. Donc, on ne peut pas dire la norme sociale que le comportement majoritaire est le covoiturage. Mais par contre, on a vu de plus en plus en psychosocial l'effet de ce qu'on appelle une norme dynamique. C'est-à-dire essayer ici dans ce maintien de dire ben, vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus pratiquent le covoiturage. Et ceci va monter une motivation qui est en dehors de moi. Donc, on change pour soi et on maintient le comportement pour les autres. Donc, c'est à partir de ce moment-là, lorsqu'on a eu une initiation et une intention, qu'on est passé à l'acte, qu'on peut essayer de monter dans les niveaux et de faire dépasser les motifs du propre soi. Je vous remercie beaucoup et j'attends vos questions. Sur le covoiturage, je me pose la question de comment est-ce qu'on peut faire tester. Par exemple, pour le bus, on peut accompagner une personne à prendre le bus pour lever effectivement les freins et montrer que c'est facile. Pour le covoiturage, comment est-ce qu'on peut prouver que c'est facile et que tout le monde est capable? Exact, 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 exact. Bah après, bon, après, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être théorique. Évidemment, qu'on met les mains dans le cambouis, c'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, on peut organiser des. Alors, si j'ose le terme, des journées un peu portes ouvertes. S'il y a Mhm. alors, le premier, ça va être un premier covoitureur, effectivement. Oui. Mais on peut aussi organiser ben, des rencontres et montrer que c'est possible, en fait. Parce que, comme disait Curly Wynn, ouvert les champs possibles. Souvent, en fait, la psychosociale, c'est une psychologie des évidences, mais c'est intéressant de les modéliser. Il y a une volonté d'ouvrir les champs de possibles. Donc, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ne le font pas. C'est pas parce qu'ils ne le veulent pas ou qu'ils ont une idée arrêtée, mais parce qu'ils pensent que c'est pas possible. Donc, évidemment, avec le covoiturage,
essayer d'organiser. Alors, on pourrait peut-être, si j'ose, hein, Virginie, mais vous me direz si je suis un peu fou, on peut peut-être louer une voiture dans cette entreprise et faire le covoiturage moi-même en disant que ce n'est pas un vrai covoiturage, mais comme ça que ça se passe pour faire essayer. C'est une possibilité. Justine dans le chat qui nous propose aussi une solution qui est très intéressante, effectivement, qui va avec la pratique épicarienne, c'est film. Enfin, filmer quelque chose ou montrer le covoiturage et montrer effectivement aux autres que c'est possible. On est vraiment dans... Il faut comprendre effectivement que la décision humaine, souvent, enfin, on va faire des grands discours d'énergie climatique, de critique, mais la décision humaine, souvent, elle est bloquée par des choses qui sont assez évidente, mais théorisant un peu compliqué, qui est sur la possibilité de le faire. Et ça, c'est super important, cette possibilité de le faire. Alors attention, par contre, peut-être un conseil en psychosocial sur les films. Essayez que la personne qui se dans le film soit le père des cibles de communication. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que la comparaison sociale ne soit pas, par exemple, le patron de l'entreprise ou le chef ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, D'accord. pour que ça marche, la comparaison sociale, il faut que, enfin, la piste sociale, il faut que, je pense que la personne soit un père, elle est comme moi. Donc attention dans les organisations et dans le travail à ces choses d'organisation. Voilà, c'est Ok. pas bien de prendre un supérieur hiérarchique comme modèle. Ça déclenche d'autres choses. Merci. Merci. Bonjour, vous nous entendez? Oui. Oui, Oui, alors c'est Marilyn et Héloïse, on travaille à Espacil. Et donc, on a bien noté ce que vous avez dit. Vous avez déjà répondu en partie à Virginie, là, donc j'ai noté des choses. Nous, notre question, c'est par rapport au fait qu'on va changer de siège l'année prochaine. On oui, va changer de siège l'année prochaine. Donc, en fait, les gens, les collaborateurs sont 233 collaborateurs qui vont subir ce changement. oui. C'est pas un choix de dire, ben, j'ai envie, j'ai pas envie. Là, il n'y a pas le choix. Hmm, Et on va être limité en parking. Donc, nous, d'accord, on voudrait, ben, comment faire pour vendre le covoiturage à d'accord. plus de collaborateurs possible. D'accord. Alors, évidemment, ils n'ont pas le choix du déménagement, mais ce qui est intéressant, c'est l'illusion de choix. Il faudrait, en fait, c'est un bouleversement de quelque chose d'habituel. Donc, en fait, il faut essayer de réactiver du choix. Par exemple, vous pouvez dire, voilà, c'est un nouveau lieu. Maintenant, vous pouvez vous questionner effectivement sur les moyens d'y aller et essayer, vous avez ça ou ça comme solution. C'est-à-dire pas imposer. Dans un déménagement ou dans un accompagnement changement, on est dans un contrôle passif, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle. Et l'être humain a besoin de contrôle. Il faut essayer de réactiver ce contrôle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la réactivation de ce contrôle ne passe pas que vraiment par du contrôle effectif, mais par une espèce d'illusion de choix et de donner des choix. Donc, faire ça. Aussi, ce que je vous conseille également, c'est d'organiser une journée. Ben, voilà, on va essayer de se rendre là. Donc, comment on va faire? Essayer d'expliquer, mettre en débat et essayer de réactiver ce choix, même si ce n'est pas un réel choix, mais pour avoir une illusion de choix. Et ce moment, en disant, ben, vous subissez quelque chose, mais vous allez là, mais vous allez pouvoir, vous, choisir comment y aller. Et dans ces cas-là, alors évidemment, il y aura des râleries, des plaintes au début, mais il faudrait essayer de réactiver le choix en disant, profitez-en pour plutôt choisir maintenant vos modes de transport. Voilà. Moi, alors, je suis sur Vitré. Il y a eu des expériences de challenge mobilité Oui, lancées au départ par une entreprise et puis après par Éveil, un groupe d'écologie industrielle, mal soutenu par la collectivité au départ et puis assimilé petit à petit. Au départ, les gens insistaient, à mon avis, maladroitement sur la compétition inter-entreprise dans le challenge mobilité. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pendant 15 jours inciter à un moyen de mobilité alternative, le covoit ou le mmh, vélo ou la marche à pied, voire le skateboard. Voilà, donc la compétition inter-entreprise sans aller trop sur le terrain individuel. Or, si j'en crois M. Martinez, on est un peu déjà dans la phase 3, alors qu'à cette étape du processus, c'est la phase 1. Donc, mmh, savoir ce qu'il en pense. Et dans un second temps, on a fait encore une plus grosse bêtise non. avec l'actif, c'est d'aller sur une simple rémunération pour faire essayer. Ah, Au lieu qu'elle soit limitée dans le temps sur un ou deux, ça a été sur un an.
Donc forcément, c'est catastrophique. Il n'y a pas d'accompagnement psychosocial. Je pense même, de mon point de vue, que c'est contre-productif. Donc j'aurais voulu avoir son avis là-dessus, sur cette question-là de compétition, plutôt que de venir sur les facteurs individuels et sur la possible les impacts de cette comment dire de cette rémunération du covoit sans accompagnement. Voilà. Alors, je vais commencer par la seconde question parce qu'elle est plus simple que la première. Alors, l'incitation financière, c'est un bon moyen d'initier aussi. C'est on change pour soi, c'est un moyen d'essayer. Mais ce qui est problème avec l'incitation financière, c'est qu'il ne faut pas la laisser comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'elle nous permet, comme un ticket de bus, qui nous permet effectivement de mettre les personnes à l'essai et donc de les faire gagner en compétences et en contrôle. Donc, moi, je suis un fervent défenseur de l'incitation financière. Et je pense qu'il faut au début commencer, mais qu'il faut effectivement la transformer. Donc, je pense que l'incitation financière est quelque chose d'intéressant au début, mais qu'après, il faut essayer de travailler sur la personne, de pourquoi elle fait ça et de passer effectivement sur du confort, par exemple, pas directement sur l'énergie climatique, la pollution, sur incitation financière. Donc, voyez, vous l'avez fait, regardez, c'est bien, vous en profitez, etc. Et puis après, une fois que le comportement s'installe, là, on maintient. Alors, pour la compétition, la réponse, monsieur, est compliquée parce que vous avez très bien... Juste pour finir, sur la rémunération, il ne faut pas la limiter dans le temps parce qu'autrement, les gens, ils vont penser que c'est un acquis, que ça doit fonctionner comme ça. Et au bout d'un an ou un an et demi, quand vous enlevez l'incitation financière, ils ne comprennent pas. Et là, ils se verrouillent et c'est terminé, quoi. C'est parce qu'en fait, il faut faire pendant un an et demi, il faut faire le chemin d'essayer d'unir la personne à son acte autrement que l'incitation financière. Donc, on le met dans le covoiturage grâce à de l'argent. Et puis après, on essaie par des messages de transformer cette motivation en quelque chose de plus extérieur. Voilà. La compétition, vous avez très bien compris ce que j'ai dit. Effectivement, le groupe... Alors, quand je parle du maintien, je parle plutôt de l'os de l'importance collective, mais sociétale, dans la transformation, dans la pollution de l'air, dans ça. La compétition par équipe dans le change mobilité, ben, moi, je ne vais rien dire parce que je l'ai conseillé à certains. C'est-à-dire qu'on est, on est effectivement dans l'initiation, si on est dans les communications de masse, à quelque chose de très dans le confort, dans l'argent, dans des choses particulières. Dans le challenge mobilité, justement, ce qui peut être intéressant dans la compétition inter-entreprise, c'est cette idée de faire groupe. Et cette idée de faire groupe également permet d'essayer de commencer à montrer que le choix mobile est un choix social. Et voilà, donc, moi je pense que c'est un moindre mal de le faire par équipe dans le challenge de la mobilité. J'étais un peu, voilà, le faire individuel dans le challenge de la mobilité me semble un peu compliqué, surtout avec un prix. Donc par équipe, je trouve ça intéressant. Mais ça, j'avoue que c'est un peu comme alors, ce n'est pas contradictoire dans ma tête, mais j'avoue que le message peut passer contradictoire. Mais dans le maintien, on est vraiment dans les portages sociétal, pas dans le collectif d'identité d'une entreprise, mais sociétal dans le sens de pollution, de changement climatique. Voilà. Donc, la question de Catherine dans le chat, c'est comment formuler le message pour inciter les personnes à faire l'essai? Je n'ai aucune participation au covoiturage proposé lors d'événements extérieurs à la commune. Alors, je n'ai pas le message miraculeux, mais il faut vraiment un message qui amène la personne à gagner quelque chose de très individuel. C'est pas combattre la pollution de l'air, c'est pas combattre la crise climatique, c'est venir essayer pour profiter de quelque chose effectivement. De venez choisir, venez essayer, ça sera bon pour vous, bon pour votre santé, bon pour votre portefeuille. C'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais vraiment, ces messages de transition écologique, il faut bien comprendre qu'effectivement, les conséquences des comportements sont collectives, sont à long terme, mais que pour aller initier des gens, il faut vraiment avoir des messages qui sont très individuels et très conséquences à court terme et conséquences concrètes. Donc, venez essayer un mode de transport plus confortable pour vous. Venez éviter votre stress quotidien, venez gagner de l'argent, venez apprendre comment gagner de l'argent, venez. Ces messages-là, mais qui sont très individuels. Effectivement, pour une cause collective, ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça qu'on amènera tout le monde dans la transition. Et j'insiste, c'est aussi des messages très individuels, très court terme,
qui peuvent amener des gens dans des situations sociales moins favorisées que les autres à être plus réceptifs de ces messages. Puisqu'il est très difficile de se protéger de l'avenir dans 20 ans quand on ne sait pas où on sera au mois prochain. Eh ben, merci en tout cas pour cette question et pour la réponse, Frédéric. Eh ben, on va terminer ce café visio et vous retrouvez sur notre chaîne YouTube aussi tous les autres cafés visio. Donc là, c'était le 6e. Il y en a 5 autres avec des approches différentes. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Donc c'est toujours sur le même format. Et puis on vous recontactera pour un prochain café visio, donc plutôt début d'année prochaine.